Bienvenue à tous, sécurité routière dans cette séquence invitée de la rédaction sur Média TV. La journée nationale de la sécurité routière est célébrée chaque année le 18 février. L'occasion pour nous pour faire le bilan et aussi analyser les actions entreprises pour lutter contre les accidents de la route, un phénomène malheureusement encore répandu chez nous. Pour 2023, l'Agence nationale de la sécurité routière, la NARSA, a choisi ce slogan pour célébrer cette journée cette année, celui de la ceinture de sécurité obligatoire dans les autocars. Nous avons avec nous aujourd'hui le directeur de cette agence. Bonjour Benassar Boulajoul, merci de répondre à nos questions. Bonjour Khadija pour l'invitation. Alors, quel est le bilan de 2022 en comparaison à une année avant Covid-19 ? Alors, le bilan de l'année 2022, c'est un bilan qu'on peut qualifier de positif parce que, comme vous le savez, on travaille dans le cadre d'une stratégie nationale qui s'est fixé un objectif très clair, c'est réduire de moitié le nombre de tués à l'horizon 2026 avec des objectifs intermédiaires. Et l'année de base pour cette stratégie, c'est 2015. Donc en 2022, on a réalisé une baisse de 10,21% au niveau des tués et une baisse de plus de 18% pour le nombre de blessés graves. Bien sûr, cette baisse, quoi qu'il est importante, elle est intéressante, mais malheureusement, il reste en écart par rapport à l'objectif qui est fixé, qui était de réduire de 30%. Dans le domaine de la sécurité routière, nous reviendrons peut-être plus tard aux raisons pour lesquelles effectivement, il est difficile, il y a des freins qui subsistent, qu'il est difficile d'atteindre ces objectifs. La sécurité routière, c'est un secteur multisectoriel, donc qui fait intervenir énormément d'acteurs, qu'ils soient institutionnels, professionnels ou civils. Donc, c'est trouver la meilleure formule pour fédérer et impliquer l'ensemble des acteurs en parfaite synergie. Il y a un certain nombre de projets qui sont réalisés, qui sont prévus. Et bien sûr, la valeur ajoutée aujourd'hui, elle est de cette baisse de moins de 10%. À mon avis, elle est très intéressante parce que n'importe quelle baisse, ça représente des vies humaines. Et aujourd'hui, quand on fait le cumul depuis 2017, l'année de mise en œuvre de cette stratégie, on a préservé plus que 1500 vies humaines, quand même, ce qui est très, très intéressant. Aujourd'hui, nous, on travaille, comme je vous ai dit, à travers des objectifs qui sont clairs et on est en train de faire l'évaluation, de faire le bilan pour identifier exactement quelles sont les contraintes qui ont peut-être empêché d'atteindre ce niveau de 30% à l'horizon 2022. Alors, en dehors des baisses, qu'en est-il des autres actions qui sont entreprises pour justement lutter contre cette insécurité routière ? Alors, le plan d'action que nous avons qui met en œuvre en fait la stratégie nationale de la sécurité routière, il est multisectoriel. Il concerne un certain nombre d'axes d'intervention. Tout d'abord, il y a l'axe infrastructure, il y a l'axe comportement, il y a l'axe véhicule, il y a l'axe la prise en charge des victimes après l'accident et il y a l'axe gestion de la sécurité routière à haut niveau. Et pour chaque axe, ce qu'on appelle les piliers de la stratégie, il y a un certain nombre d'interventions, il y a un certain nombre de projets, un certain nombre d'actions qui ont été prévues, qui ont été mises en œuvre pour agir sur les objectifs de la stratégie qui sont les piétons, les deux roues, les enfants de moins de 14 ans, les accidents impliquant un seul véhicule, le transport et le transport professionnel. Donc pour ces différents piliers, il y a plusieurs actions. Par exemple, pour le côté infrastructure, donc il y a la poursuite du traitement du point noir dans le cadre de ce qu'on appelle le programme de PSAS, avec un investissement très important donc, qui est réalisé donc, pour justement résorber et traiter ces points noirs. Au niveau du comportement, donc nous avons tout un plan national de contrôle qui nous permet aujourd'hui d'identifier quels sont les axes sur lesquels on doit accentuer ou bien concentrer le contrôle routier, mais aussi un certain nombre de thématiques sur lesquelles il faut également activer le contrôle routier. Et dans ce cadre, la NARSA a mis en œuvre, donc il est en train il poursuit l'implémentation et l'installation des radars automatisés de dernière génération. Ces radars qui permettent
aujourd'hui le contrôle de la vitesse au niveau des points identifiés, mais aussi il permet le contrôle de la vitesse moyenne au niveau des autoroutes. Donc aujourd'hui, le contrôle de la vitesse qui s'effectue sur autoroute n'est plus au niveau des points fixes, là où on va voir le radar, mais c'est sur toute une section. Donc on calcule la vitesse moyenne donc durant tout le tronçon sur une dizaine de kilomètres. Donc ça nous permet, ce qui est déjà opérationnel justement, et on envoie les infractions aux contrevenants. Au niveau des villes, donc on a aussi le contrôle il est multiple. Ça concerne la vitesse, mais ça concerne aussi le respect des feux rouges. Ça concerne aussi le franchissement des lignes continues et la circulation en sens interdit. Donc la technologie aujourd'hui, elle a tellement avancé qu'elle nous permet justement de traquer un certain nombre de dysfonctionnements comportementaux qu'on n'avait pas auparavant. Ce sont des dysfonctionnements qui mènent automatiquement à des accidents de la route. Exactement. Quand on ne respecte pas un feu rouge, donc certainement il y aura un conflit, il y aura un incident, il y aura un risque d'accident. Quand on s'arrête par exemple sur la bande des piétons, parce qu'on a freiné à la dernière minute, il se trouve qu'on est quand même sujet à une contravention. La circulation sur la voie publique est régie par un code, donc ce code doit être respecté. Et quand il n'est pas respecté et l'autre respecte, donc il y a risque de conflit, il y a risque d'accident. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on essaye d'identifier l'ensemble des leviers qui sont à même d'impacter et d'encadrer ce comportement routier ou bien ce comportement humain. Et ce comportement, comme je vous ai dit, donc on peut l'encadrer à travers l'infrastructure quand il est aux normes. Donc ça permet la lisibilité, ça permet d'identifier un petit peu clairement l'espace et ça aide le conducteur à adopter un comportement type. Parce que l'infrastructure aussi quand il est aux normes, il impacte réellement le comportement humain. Il y a également, on peut encadrer le comportement humain à travers la communication, la sensibilisation. C'est quelque chose de très important. Que fait la NARSA. Donc c'est le grand travail que fait la NARSA avec ses partenaires, qu'ils soient institutionnels, professionnels ou société civile. Mais il y a aussi un travail d'éducation qui doit se faire et qui se fait aujourd'hui, heureusement, au niveau des écoles, de façon directe, au niveau des écoles par les éducateurs, par les instituteurs, mais aussi par le biais des composants de la société civile dans le cadre, ce qu'on appelle des actions de proximité et qu'on fait, c'est-à-dire dans le cadre au niveau des écoles, mais aussi dans le cadre des colonies de vacances, pratiquement à chaque fois qu'il y a moyen d'identifier ou bien de cibler les élèves pratiquement à tous les niveaux. Mais il y a aussi le volet contrôle. Le contrôle aussi, il est extrêmement important parce que ça aide, ça pousse et ça incite et ça oblige aussi le conducteur, ou bien les usagers de la route de manière générale, à adopter le comportement qu'il faut. Et tout ça, ce n'est que cette synergie entre les différentes actions qui va nous permettre, in fine, d'avoir et de réaliser les résultats que nous avons obtenus ensemble. Cette année, vous avez choisi, parce que tout à l'heure vous avez parlé des piétons, des deux roues, vous avez choisi de mettre la lumière sur les autocars et sur le port de la ceinture qui doit être obligatoire, enfin qui est déjà obligatoire selon la loi dans les autocars, mais une loi qui n'est pas visiblement très respectée. C'est l'un des freins aussi pour avancer dans ces objectifs, pour lutter, pour favoriser la sécurité routière. C'est l'application de la loi, mais aussi c'est le contrôle des fois sur la santé, j'ai envie de dire, des véhicules qui sont vétustes ou qui ne sont pas aux normes. Alors, permettez-moi tout d'abord de vous dire que l'autocar, aujourd'hui, il reste le moyen de mobilité le plus sûr au niveau national. Oui. Peut-être qu'il est classé après l'avion, le train, donc il y a l'autocar, parce que quand on compare le nombre d'accidents où sont impliqués les autocars avec les autres modes de transport, il est vraiment le moyen de transport le plus sûr. Sauf que, malheureusement, quand il y a un accident impliquant un autocar, généralement, on a une cinquantaine de vies humaines qui sont en jeu. Et de là, donc, il est venu l'idée de renforcer davantage la sécurité au niveau de ces moyens de transport, sachant que le transport par autocar, c'est un transport public. Donc moi, en tant que citoyen, quand j'achète un ticket pour être transporté d'une ville à une autre, donc normalement, je dois être garanti d'un niveau de sécurité normalement qui est bien défini et qui est énorme. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille avec les professionnels pour voir comment on peut augmenter davantage, même si on a un bon niveau, mais il y a toujours une marge de manœuvre qu'il faut réaliser. Et malheureusement aussi, quand il y a un accident impliquant un autocar, c'est ce qu'on appelle les accidents spectaculaires. Donc ça intéresse l'opinion publique.
public, ça interpelle pratiquement tous les acteurs au niveau de l'écosystème, mais aussi ça fait réagir c'est-à-dire le citoyen de manière générale. Exact. Donc c'est pour ça on se dit il faut investir tous les leviers possibles et imaginaires pour qu'on puisse augmenter le niveau de sécurité au niveau de ces moyens de transport. Et dans ce cadre, un autre moyen qui interpelle, qui responsabilise l'usager, le passager, c'est l'usage ou bien le port de la ceinture de sécurité. Et scientifiquement parlant, la ceinture de sécurité, elle permet de réduire le risque d'être tué en cas d'accident entre 50 et 60%. Et donc, du coup, je rappelle qu'en 2022, malheureusement, on a eu quelques accidents spectaculaires. L'accident de Khouribga qui a fait 25 morts. Il y a également l'accident de Tsaza qui a fait presque 16 morts. Donc, si on avait, vous imaginez que si ces passagers, malheureusement, si ces victimes portaient leur ceinture de sécurité, on aurait dû récupérer en plus que la moitié de ces victimes. Donc, la ceinture de sécurité qui est un geste qui est très simple. Et aujourd'hui, vous assurez que les autocars disposent de ces ceintures de sécurité dans les autocars. Bien sûr, c'est obligatoire, c'est par réglementation et c'est au niveau des opérations de contrôle technique, parce qu'ils doivent passer le contrôle technique, on s'assure est-ce que ces autocars disposent de cet outil de sécurité qui est la ceinture de sécurité. Donc aujourd'hui, à travers cette campagne, l'idée c'est d'attirer un petit peu l'attention et augmenter la responsabilisation donc des passagers et qu'ils ont un rôle aussi à jouer. Donc la ceinture de sécurité, c'est quelque chose tout d'abord de réglementaire, mais pas que. Nous, on veut que ça soit perçu comme un geste de sécurité et que ça protège l'usager et non pas je vais le mettre parce que je ne dois pas payer une amende. Alors, puisqu'on parle de véhicules, mais cette fois pour les 4 roues, ce portail de mutation de véhicules, et c'est une nouveauté pour le marché de l'occasion. En quoi la NARSA est impliquée là-dessus? Déjà, comment? Est-ce que ça a à voir aussi avec la bonne conduite du véhicule? Alors, permettez-moi d'abord de vous dire aussi que la NARSA, depuis sa création, elle a choisi la digitalisation, la dématérialisation des procédures et également l'intégration de nouvelles technologies comme un levier stratégique. Aujourd'hui, tout ce chantier-là, c'est une nécessité, donc ce n'est pas un luxe, mais c'est une nécessité sur laquelle nous sommes engagés. Et depuis la création de la NARSA, donc on a commencé, si vous voulez, la mise en œuvre de ce chantier étape par étape. Alors, depuis la création, on a signé une convention avec des acteurs institutionnels pour augmenter le nombre de points de contact pour assurer un service de qualité pour les citoyens. Donc aujourd'hui, au lieu d'avoir 75 points de contact ou bien d'offres de services que représentaient les centres d'immatriculation de la NARSA. Donc aujourd'hui, on a presque 800 agences réparties sur tout le territoire national, donc des agences de services bancaires qui assurent aujourd'hui ce service pour le citoyen. Et ça nous a permis en fait de gagner énormément en termes de délai, en termes de traçabilité, en termes de numérisation des documents et en termes de facilité et de qualité de service pour les citoyens. Par après, donc, on a lancé tout un chantier de dématérialisation et de digitalisation et le portail de mutation pour la vente des véhicules est un chantier extrêmement important dans la mesure où il permet d'encadrer toute l'opération de vente et d'achat des véhicules, donc notamment les véhicules d'occasion. Il a un intérêt énorme tout d'abord pour le vendeur parce que il s'assure qu'il va être sûr que le véhicule qu'il va vendre, donc il va dégager sa responsabilité du moment de la signature de l'acte de vente. Et pour l'acquéreur, il va être sûr que le véhicule qu'il a acheté, c'est un véhicule qui est clean et n'est frappé d'aucune opposition. Alors le portail, donc c'est un portail qui est accessible sur Internet, mutationvéhicule.ma, et il permet au vendeur donc de faire rentrer les données de son véhicule. Et si son véhicule est clean, donc il va lui donner la main pour continuer la procédure. Sinon, il va l'inviter à régulariser la situation de son véhicule. Et quand il identifie son acquéreur, donc il va pouvoir introduire les données donc de l'acquéreur et il va sortir un code. Donc un formulaire, un code qu'il va donner à l'acquéreur avec lequel il va continuer la procédure d'acquisition. Et comme ça, on sécurise toute l'opération. Et malheureusement, à longueur de journée, on reçoit énormément de réclamations qui datent depuis des années, des gens qui se sont retrouvés
uniquement avec le carton qu'ils ont acheté au niveau d'un bureau de tabac sans jamais avoir récupéré leur carte grise, et des citoyens aussi qui ont vendu leur véhicule pendant des années et ils continuent à recevoir soit des amendes d'infraction ou bien même avoir parfois des responsabilités pénales parce que le véhicule était impliqué dans un accident de la circulation. Donc ce processus, il nous a permis vraiment de sécuriser cette opération de vente et d'achat des véhicules et pas que, parce que nous avons d'autres produits qu'on a mis à la disposition de nos concitoyens. Par exemple, le fait de s'assurer d'avoir une idée sur son solde de points et les infractions commises, avec la possibilité de payer les infractions sur le net à travers l'application infraction routière qui est téléchargeable, accessible sur n'importe quel smartphone. On a également lancé une opération à travers notre site, un bouquet de services dans la possibilité pour le citoyen d'avoir une idée sur le niveau de traitement de son dossier, qu'il s'agit du permis de conduire ou bien de la carte grise. Mais on a permis également de développer une application qui permet aujourd'hui aux professionnels, notamment les entreprises, qui disposent d'une flotte importante de véhicules, donc de faire rentrer la flotte, mais aussi d'identifier quels sont les conducteurs auxquels sont affectés ces véhicules. Et en cas d'infraction, donc l'infraction, elle est répercutée automatiquement sur le véritable conducteur et l'entreprise, elle dégage toute sa responsabilité. Aujourd'hui, on a plus que 30 000 comptes qui ont été créés, donc 30 000 entreprises qui se sont inscrites justement au niveau de ce portail, ce qui est extrêmement important. Nous avons également un portail qui s'appelle Prépac, qui concerne le programme de renouvellement du parc et prime à la casse. Alors ce portail, aujourd'hui, il nous a permis de dématérialiser et de digitaliser toute la procédure donc de la gestion d'un programme qui est destiné aux professionnels, justement pour renouveler leur parc automobile ou bien la mise à disposition de leur véhicule, c'est ce qu'on appelle la prime à la casse, donc récupérer l'argent et mettre au véhicule au niveau de la casse. Donc c'est énormément vraiment d'applicatifs à caractère digital qui facilite la vie aux citoyens, qui permettent d'avoir plus de célérité et de clarté et d'équité au niveau de traitement des dossiers des citoyens. Traitement électronique, rappelons-le, ce qui permet non seulement d'avoir un peu plus de vitesse dans le traitement des dossiers, mais aussi de la transparence. Puisque je parle de transparence, il y a cette nouvelle manière de gestion des permis de conduire, ou en tout cas un moyen, encore une fois, d'assurer la transparence dans le fait de passer son permis de conduire. Il s'agit du Smart Drive Test, ou en tout cas de la voiture intelligente pour passer son permis. Exactement, Khadija. C'est-à-dire aujourd'hui, on cherche à avoir des conducteurs sur la voie publique, ou bien des usagers de la voie publique responsables, mieux formés pour la conduite c'est-à-dire des véhicules sur la voie publique. Et c'est vrai qu'il y a tout un travail qui s'effectue, comme je vous ai expliqué, au niveau des écoles, à travers la communication, la sensibilisation. Mais aujourd'hui, accéder au monde de la conduite passe obligatoirement par le passage de l'examen du permis de conduire. Et il y a deux examens, il y a l'examen théorique et l'examen pratique. Alors pour l'examen théorique, on a revu complètement la base de questions et on est passé de 600 questions qui existaient depuis 2004 à 1000 nouvelles questions, avec l'introduction de vidéos qui vont permettre de tester en fait les performances des candidats au permis de conduire, non pas par rapport à une situation figée, avec une photo, avec des questions, à choix multiples ou bien avec un choix unique, mais carrément d'évaluer le candidat sur son appréciation par rapport à une situation de conduite qu'il va observer au niveau d'une vidéo. Donc ça, c'est la nouveauté par rapport à l'examen théorique. Alors pour l'examen pratique, aujourd'hui, on l'a inscrit également au niveau de ce processus de modernisation et d'intégration des nouvelles technologies. Et nous avons lancé un projet de recherche, qui est un produit purement marocain, et on est vraiment très fiers d'avoir ce bijou, ce produit, avec l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir et nos ingénieurs au niveau de la NARSA. Donc on a travaillé sur un modèle de véhicule qui va nous permettre d'identifier en fait toutes les manœuvres que vont faire c'est-à-dire les candidats au permis de conduire, que ce soit à l'intérieur des véhicules, mais également le comportement et la conduite sur la voie publique. Alors l'examen pratique,
il est réparti en 2 étapes. Il y a l'étape, ce qu'on appelle l'examen au niveau d'une piste, avec un certain nombre, il y a 3 manœuvres. Donc, et ces 3 manœuvres, donc, si vous vous rappelez de votre permis de conduire, il y avait ces... Ça va être compliqué, hein. C'était pas hier. Hein. Donc, il y avait ces jalons qui vont identifier est-ce que vous avez touché, est-ce que vous avez débordé sur la ligne ou pas. Aujourd'hui, toutes ces manœuvres sont identifiées automatiquement et c'est le système qui va dire au candidat est-ce qu'il a touché ou pas la barrière. D'accord ? Et pas un humain. Et pas un humain. Voilà. Et également, c'est le système qui va dire au candidat s'il a franchi la bande limite, donc pour faire le garage ou bien pour faire le stationnement, etc. Et c'est le système également qui va identifier qu'il s'agit bien du véritable candidat au permis de conduire. Parce qu'il y a une reconnaissance Face ID, donc une reconnaissance faciale à l'intérieur du véhicule qui est connectée par rapport au système que nous avons au niveau de l'examen théorique parce que nous avons la photo du candidat. Et donc le matching, il est effectué automatiquement pour savoir s'il est véritablement... Pas de fraude en fait. Pas de fraude. Plus de fraude, Et même les manœuvres, c'est-à-dire le signal, les manœuvres, le freinage, l'accélération, etc., tous les actes qui sont effectués, opérés au sein des véhicules sont identifiés et sont tracés par le système. Et justement, c'est pour éviter toute marge de manœuvre d'explication en fait subjective par rapport à la situation de la conduite. Et il faut savoir aussi qu'il y a une situation à l'extérieur donc de la piste d'examen qui doit se faire réellement, normalement, dans les conditions réelles de trafic et de la circulation, ce qui ne s'effectue pas, malheureusement, aujourd'hui. Alors, à travers ce système, au niveau de chaque ville, on a identifié un circuit, pratiquement 3-4 circuits, donc selon la taille de la ville. Et au niveau de ce circuit, on a identifié quels sont les panneaux stop, la situation des panneaux stop, la situation des lignes continues, les feux rouges et pratiquement la signalisation, elle est répertoriée au niveau du système d'information géographique et on sait à distance est-ce que le candidat au permis de conduire s'est arrêté au niveau d'un panneau stop et s'est arrêté au niveau d'un feu rouge. Est-ce qu'il a franchi la ligne continue? Est-ce qu'il a fait un signal à gauche? Est-ce qu'il a fait un signal à droite? Et c'est le système justement qui va identifier tout le comportement et bien sûr avec des infractions en fait ou bien des erreurs éliminatoires si jamais il y a une erreur éliminatoire. Mais l'idée c'est de s'assurer et d'offrir au monde de la conduite au niveau national donc des conducteurs plus responsables, plus compétents justement pour mieux gérer les situations de risque sur la voie publique. Ça va nous permettre aussi à l'international de donner plus de crédibilité à notre permis de conduire et ce qui est très intéressant dans tout ce processus-là, c'est que c'est un produit qui est purement marocain et pourquoi pas demain on peut même l'externaliser et le vendre à l'international. Inch'Allah, il n'y a pas de raison parce que de toute façon il y a bien la matière grise qui s'exporte, alors pourquoi pas l'utiliser ici et exporter, et ça a plus de valeur ajoutée pour cela. Un dernier mot, parce que vous avez parlé de la qualité de ce conducteur, ça commence tôt, ça commence à l'école, et d'ailleurs cette action que vous avez menée cette semaine au lycée Abidar El-Rifari à Rabat, où il est question d'une attestation scolaire de sécurité routière. Alors, s'il y a un projet, moi personnellement, dont je suis vraiment fier, c'est cette attestation scolaire de sécurité routière qu'on a réalisée dans le cadre de partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Okay. Tout d'abord, on a réussi vraiment on a fait un saut qualitatif vraiment très très important parce qu'aujourd'hui, on a intégré l'éducation routière au niveau du cursus scolaire dès le préscolaire, au niveau du primaire, et l'éducation routière, elle est intégrée comme matière à part entière, avec une demi-heure par semaine pendant 6 mois, et également intégré au niveau des matières supports, c'est-à-dire quand il y a un cours de mathématiques, on va trouver de la sécurité routière, quand il y a un cours de géographie, on va trouver l'éducation routière, l'éducation civique, etc. Et toutes les matières, pratiquement, qui sont enseignées, sont prédisposées et aujourd'hui, ils contiennent ce volet éducation routière. Et ce n'est qu'un prétexte, en fait, pour éduquer et communiquer et sensibiliser les enfants sur les bonnes pratiques à adopter sur la voie publique. Il y a aussi ce qu'on appelle l'éducation routière, il est intégrée au niveau des activités parascolaires, c'est-à-dire comme lors de la journée du 18 février, donc il y a énormément d'activités qui sont organisées au niveau des écoles, à travers les clubs d'éducation routière au niveau des
des écoles, mais aussi par le biais des composants de la société civile et au niveau des colonies de vacances. Donc ça, c'est pour la partie primaire. Mais on a intégré également au niveau ce qu'on appelle le développement des compétences, comme il y a l'éducation financière, l'éducation sur l'environnement, etc. Il y a également l'éducation routière. Mais au niveau du collège, au niveau de la troisième année collège, on a intégré une attestation scolaire de sécurité routière qui est obligatoire et qui est liée au système Massar ou bien au code Massar. C'est-à-dire aujourd'hui, on est sûr qu'en 2023, tous nos élèves troisième année collège vont suivre un cours sur la sécurité routière et ils seront examinés justement à travers cette plateforme qui a été réalisée en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Et l'élève, il doit suivre un cours et répondre à 50 questions. Il doit avoir au moins 45 questions sur 50. Et bien sûr, le candidat ou bien l'élève, il peut repasser l'examen autant de fois jusqu'à qu'ils réussissent en fait. Le but, c'est qu'ils apprennent. Le but justement, c'est pour la note. Mais il a été formalisé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été formalisé par une note ministérielle conjointe entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Équipement dans l'OTAN. Et aujourd'hui, donc, l'attestation, si le candidat arrive à réussir son examen, donc le système lui fait sortir une attestation qui est signée par le directeur de l'établissement. Et vraiment, moi, je pense que ce projet-là, donc, il va réconforter et assurer ce continuum éducatif qui commence dès le préscolaire jusqu'au collège. Et on est en train de travailler avec le ministère concerné, justement, pour faire des choses pour le niveau au lycée. Exactement, surtout qu'à la fin du lycée, c'est là où on passe nos permis. Et justement, c'est-à-dire l'idée, c'est qu'à la fin du cursus scolaire, quand on va avoir nos élèves au niveau du baccalauréat, donc c'est des adultes qui vont passer certainement le permis de conduire, donc il y aura un résidu positif très important. Ils seront imprégnés des bonnes pratiques, de l'indulgence, de la cohabitation et du civisme sur la voie publique. Merci beaucoup, Benasser Boulajoul, directeur de l'Agence nationale de la sécurité routière de l'ANARSA, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. C'est moi. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes.